Yo, j'espère que de votre côté ça va. Moi c'est pas la grande forme, un peu fatigué. J'ai pas énormément de temps à consacrer à la chaîne non plus, alors je pense que c'est le moment parfait pour innover avec un concept hyper original, une tier list d'une filmographie. Ouais bon, c'est peut-être pas le truc le plus original du monde en fait. Bon c'est pas grave, ça me permettra de m'amuser un peu, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux après tout. Alors générique. Récemment, j'ai revu tous les longs métrages du cinéaste japonais Hayao Miyazaki. Pour ceux qui l'ignorent, c'est un de mes réalisateurs préférés. Un cercle très fermé, donc je ne dévoilerai pas la liste ici par peur de me faire juger. La tier list portera donc sur ses films et uniquement ses longs métrages. Il est réalisé de superbes courts-métrages et clips, mais pour éviter de perdre un maximum de spectateurs, je vais les exclure de l'équation. Et surtout que je les ai pas tous vus et certains sont quasi introuvables ou ne sont visionnables qu'au musée Ghibli, au Japon. Et j'ai pas le budget nécessaire pour aller au Japon juste pour cette vidéo. Concernant la tier list, on va commencer par les films dispensables, ensuite ceux sur lesquels j'ai des réserves, on va l'appeler la catégorie mais, puis les bons films, les chefs-d'œuvre, et pour finir, le GOAT. Quelle expression de tocard, mais bon, on va jouer le jeu, on va faire comme si je l'employais fréquemment. Ah oui, aussi, très important, ne venez pas râler dans les commentaires, ce top est un top objectif, tout avis divergent du mien est donc factuellement dans l'erreur. Après, vous pouvez poster votre tier list ou classement dans les commentaires, on pourra toujours en discuter, discuter de vos goûts douteux, je veux dire. Les films seront aussi placés dans l'ordre croissant de leur qualité, c'est-à-dire que même si deux films sont dans la même catégorie, le dernier cité dans cette catégorie sera qualitativement plus qualitatif que les précédents. Ce qui veut dire qu'on va pas prendre les films par ordre chronologique de leur sortie ou je ne sais quoi, mais bien du plus éclaté au chef-d'œuvre parmi les chefs-d'œuvre. Ça va, c'est clair pour tout le monde. Il va sans dire que j'ai vu tous les films dont je vais parler, un minimum 2 fois pour tous, et pour certains une dizaine de fois si c'est pas plus. Petit disclaimer pour les weebs qui sont tombés ici je parle de cinéma. Donc vous excitez pas si j'ai pas parlé de X références japonaises dans la vidéo. Je suis ni un otaku, ni un expert de la culture japonaise. Ma culture du pays du soleil levant s'arrête à Miyazaki, Ozu et Yoji Yamamoto. Voilà, maintenant que tout est dit, on peut y aller. Alors, dans les dispensables, soyons francs du collier, je n'en mets aucun. Cependant, le dernier de la liste a failli avoir sa place ici. J'étais assez peu enjoué à l'idée de le revoir, mais au final, j'étais un peu aigri et c'était pas si naze que ça. Disons qu'il y a des choses à sauver. Et là, vous vous demandez de quel film je peux bien parler, mais avant de le dévoiler, on va faire un petit point Miyazaki. Hayao Miyazaki est un monument du cinéma d'animation et du cinéma japonais. Il est connu pour avoir fondé avec Isao Takahata, un autre grand réalisateur du film d'animation japonais, le studio Ghibli en 1985. Je pense que tout le monde a au moins vu un film du studio, mais ici on va parler uniquement, et bien uniquement, des films de Hayao Miyazaki. Donc Exit, Le Royaume des Chats, Pompoko, Si tu tends l'oreille, etc. Mais je tiens à préciser que Si tu tends l'oreille est un chef-d'œuvre qu'on a tendance à trop oublier. Sûrement un des meilleurs films du studio. Miyazaki n'est aussi pas que réalisateur, c'est aussi un mangaka reconnu, et Dieu sait que le vieux est bon dans tout ce qu'il entreprend. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, il a réalisé 12 films, 10 films pour le studio Ghibli, et 2 autres quelques années auparavant. Et vu qu'on n'est pas là pour enfiler des perles, on va passer directement à la catégorie mais. Tout en bas du classement, je mets le château ambulant, sans hésitation. J'imagine déjà les gens outrés qui regardent la vidéo et qui sont fans du film, mais je m'en fous. Je trouve que tout s'enchaîne trop vite dans le film. C'est le bordel, on comprend pas les enjeux, les règles qui régissent cet univers, et surtout, putain c'est un peu chiant comme film, Au bout d'une heure ou un peu plus, je commence vraiment à compter les minutes qui passent. Ce qui sauve le film, à mon sens, c'est l'univers et la féerie de Miyazaki, mais il y a de gros problèmes de dramaturgie, de rythme, et surtout de narration. Je l'ai découvert assez tardivement, 8 ou 9 ans après sa sortie, et ce fut une véritable déception, parce que j'adorais déjà le réalisateur et... comment dire... je suis tombé de haut, très haut. Je l'ai revu pour l'occasion de cette vidéo, et même si je le revois un peu à la hausse, notamment grâce à sa BO, que je trouve pour le coup assez formidable, c'est vraiment le moins bon des films de Miyazaki. Long métrage et court métrage confondus. Boru, c'est typiquement le personnage insupportable qui plaît aux gonzesses car c'est un peu un mannequin Saint-Laurent, mais en dehors de ça, il a zéro qualité. Calcifère, il est mignon, mais il dépasse pas le rôle de mascotte. L'épouvantail, j'en parle même pas, avec sa conclusion qui arrive de nulle part. Le seul personnage que je trouve un peu intéressant dans ce bordel, c'est la sorcière des Landes, qui a un peu de consistance et un parcours intéressant, mais bon, c'est pas l'écriture du personnage qui sauve le film. J'ai appris dernièrement qu'à la base, le projet n'était pas celui de Miyazaki, mais de Mamoru Hosoda, avant de changer de main suite à un désaccord artistique, et ça explique beaucoup de choses. J'imagine que c'est toujours un peu périlleux de reprendre le travail en cours de quelqu'un d'autre, mais là ça se ressent énormément. Tout l'enrobage du film est impeccable. C'est beau, l'univers, bon, je l'affectionne pas particulièrement, mais il est intriguant. On a des plans qui sont d'une beauté plastique époustouflante, juste le contenu est pas très intéressant. J'ai noté en point fort, fait penser à la Suisse et l'Alsace, et j'aime bien la Suisse et l'Alsace. Voilà.
Je mets un second film dans la catégorie meh. J'aime bien dire meh. C'est Nausicaa de la vallée du vent. Lui c'est un peu spécial, c'était le dernier film de Hayao Miyazaki avant de créer le studio Ghibli. Il est d'ailleurs parti plus tard avec une grande partie de l'équipe du film, et ça se ressentira dans le trait de l'animation. Je trouve que c'est un film avec une base extrêmement solide, mais le gros défaut du film, c'est qu'il est rushé. C'est un film qui, à mon sens, aurait mérité au moins 1 heure de plus. J'imagine que pour vendre un film d'animation de 3 heures, c'est pas facile, surtout à l'époque, et en plus en termes de charge de travail, ça doit représenter un travail monstrueux. Mais je me sens pas du tout impacté par l'histoire. Tout s'enchaîne trop vite à mon goût. Pour préciser, je n'ai pas lu le manga, pas encore. C'est prévu, et ça ne m'étonnerait pas que le manga corrige ce défaut. Pour être honnête, j'ai failli le mettre dans la catégorie bon, mais en le revoyant, je me suis dit qu'il manquait de quelque chose. Disons qu'il était à 2 doigts d'y être, mais je sais pas. Je manque d'émotion, d'implication, et même peut-être de stimulation. Je trouve la direction artistique assez incroyable. Je pense à ces insectes géants notamment, mais concernant la musique, je la trouve peut-être un peu trop ancrée dans son époque. C'est pas forcément un défaut en soi, hein, selon les films ça peut rajouter du charme même, mais c'est vrai que pris dans la filmographie de Miyazaki, je trouve que ça dénote un peu par moment. Certains diront que je dis n'importe quoi, peut-être. Je suis pas le plus grand mélomane du monde, mais c'est un sentiment que j'ai en tout cas. J'aime beaucoup le travail du compositeur Joe Hisaishi, mais j'ai tendance à préférer ses compositions sur d'autres films comme Le Château Ambulant ou Ponyo par exemple. Après à ce stade, je pense que c'est plus une question de sensibilité que de vraies différences de qualité. Quoi dire de plus Allez, pour en énerver certains, je trouve que Nausicaa c'est la version bêta-test de Princesse Mononoke. Insultez-moi, je vous donne la permission. On passe à la catégorie bon film, et celui qui va l'inaugurer, c'est le film le moins connu de son réalisateur, Le Château de Cagliostro. Premier long métrage du bonhomme, avant le studio Ghibli donc. Je l'ai aussi découvert tardivement celui-ci, après Le Château Ambulant même, et j'ai beaucoup d'affection pour ce film. C'est évidemment pas un grand film, ni un grand Miyazaki, mais j'aime bien cette histoire centrée sur Arsène Lupin III, ce gentleman cambrioleur dans un pays fictif qui tente de déceler une affaire de faux billets dans un château. C'est plutôt kitsch par moment, mais c'est un film que je crois avoir découvert au bon moment. Si je l'avais découvert plus jeune, j'en aurais sûrement pas grand chose à faire, au vu des chefs-d'œuvre qu'il nous a livrés après. Mais donc le film m'a permis d'avoir un nouveau regard sur son œuvre générale. Et j'arrive à voir dans ce film, qui est indubitablement moins personnel que les autres, des thématiques et des choses qui font écho avec le reste de ses films. Les décors européens, les personnages féminins forts, les dessins chargés en détails. J'ai pas grand chose à dire au sujet de ce film, mais vu qu'il est souvent délaissé, jetez-y un œil si vous n'avez pas encore eu la chance de le découvrir, franchement ça vaut le détour. Kiki la petite sorcière. Pour moi Kiki c'est ce film à voir lors d'une soirée d'été, après un petit apéro pour clôturer une bonne journée. Ce n'est pas mon Miyazaki préféré, loin de là. Je trouve que c'est un des films du cinéaste les plus mineurs, que ce soit dans les thématiques, dans les intentions, même dans la tonalité, mais ça reste un film que je trouve super. Ça brasse des thématiques comme la valeur du travail, les échanges de bons procédés, le passage à l'âge adulte, ce genre de choses. Il y a un gros travail sur la ville, qui est un brassage de différentes villes européennes, mais il arrive tout de même à rendre ça cohérent. Je suis assez impressionné par sa capacité à harmoniser des espaces, des figures ou des époques qui n'ont pas grand chose à voir entre elles, mais qui fonctionnent quand même une fois assemblées. Kiki c'est aussi une bonne relecture d'une figure déjà bien connue, la sorcière, figure ô combien importante pour le cinéaste japonais. Il y a des sorcières dans beaucoup de ses films, mais Kiki est la seule protagoniste principale et surtout la seule qui est bourrée uniquement de bonnes intentions. C'est un personnage très touchant et humain, et en revoyant ce film, je me suis dit que Miyazaki écrivait peut-être mieux ses personnages féminins que masculins, ce qui n'est pas récurrent pour un homme. C'est important de le souligner. Christopher Nolan devrait peut-être s'en inspirer, au moins un petit peu, hein. Ponyo sur la falaise, alors lui, mon avis, a beaucoup évolué. Je l'ai vu 3 fois, la première fois c'était pas la bonne. J'avais bien aimé le film, mais j'étais en pleine adolescence. Je pense que je me construisais un peu dans ma personnalité, et j'étais en opposition directe à tout ce qui faisait référence à mon enfance. Les Disney, tout ça, et donc j'assumais pas trop d'avoir bien aimé le film, parce que je le trouvais très orienté pour les enfants déjà à l'époque. C'est un secret pour personne, mais Ponyo c'est la petite sirène version Miyazaki, une fille poisson qui rêve de devenir humaine. En soi c'est pas un problème, puis il y a toujours eu des morales dans les films du cinéaste, mais c'est vrai que là ça manque peut-être un peu de nuance. De zone grise disons. Mon deuxième visionnage c'était vers 2017-2018, là j'avais mon œil de très jeune adulte. Je crois que j'avais passé un bon moment, j'avais été très impressionné par la musique, surtout le thème du personnage de Ponyo, qui depuis est resté mon thème favori des films de Miyazaki, je pense. Je suis en train de réfléchir et je vois pas un thème qui me plaît plus que ça. Mais j'étais toujours pas conquis par le film sans trop savoir pourquoi. Et là aujourd'hui, 3e visionnage, et je sais enfin ce qui me pose problème. C'est la seconde moitié du film. Dans cette seconde moitié, je trouve qu'il y a des problèmes de rythme, on perd en efficacité, et je pense que les grands films pensent en termes d'efficacité. Mais après, en dehors de ça, ça reste un film formidable. Je trouve qu'à partir de Ponyo, dans ma liste, on est sur des très bons films, sans aucun doute.
Aussi, j'adore la texture de l'eau dans le film. Pour un film avec autant d'eau, c'est pas plus mal, hein. L'ADA et les chara-design, j'en parle même pas, que ce soit Ponyo, sa mère, Fujimoto ou même Sosuke. C'est un sans faute. Puis il a un point en commun avec le prochain film dont je vais parler, point en commun qui est le regard de l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, Lisa voit des vagues et une tempête, tandis que Sosuke, lui, voit des poissons géants. Il y a une perception différente, comme si l'enfant avait accès à un monde invisible que l'adulte ne peut plus voir avec son regard corrompu. En fait, c'est une idée qui me parle bien. Et donc, comme je le disais, le prochain film parle aussi en grande partie de ça. Et c'est Totoro. Totoro, comme Ponyo, je l'ai vu 3 fois. Première fois, j'ai pas trop compris l'engouement autour de ce film pour gamins. Seconde fois, mon avis a évolué positivement. Et troisième fois, c'est bon, il a gagné, je suis conquis. Vraiment le même parcours que Ponyo quand il pense, hein. Et cette fois, ça m'a sauté aux yeux. Totoro parle des enfants et de leur accès à une vérité invisible que l'adulte ne peut plus percevoir ou sentir. En tout cas, s'il ne s'en donne pas les moyens. Ce qui permet de retrouver la petite fille, c'est Totoro. La grande sœur, dans un moment compliqué, revitalise son regard d'enfant, elle se rabat sur Totoro que les adultes ne voient pas et elle retrouve sa sœur. Je pense aussi aux scènes où les adultes ne voient pas le chabus, il y a tout un tas de scènes qui vont dans ce sens. En fait, c'est une invitation à garder son regard d'enfant. En revanche, l'exemple qui me semble le plus parlant et qui confirme à 200% mon hypothèse, c'est lorsque la grand-mère dit avoir vu des noiraudes, vous savez les petites créatures noires là, qu'on voit aussi dans Chihiro, elle dit les avoir vues plus jeunes et qu'aujourd'hui elle ne les voit plus. Là, tout est clair comme de l'eau de roche. Et c'est une chose que je n'avais pas perçue lors de mes premiers visionnages. Son regard s'est détérioré et elle ne peut plus voir les noiraudes. Elle ne peut plus avoir accès à ce monde invisible. C'est un film que je trouvais donc très orienté vers les petits, mais qui en fin de compte est aussi pour les grands. Et je dirais peut-être plus pour les grands que pour les petits. Comme quoi un avis ça évolue au fil des visionnages et qu'on peut changer du tout au tout. Il suffit de faire un pas vers le film et essayer de le comprendre. En fait, c'est une question de perspective. C'est un film que je vous invite à revoir de toute urgence, si comme moi vous le trouviez trop niais. Je pense qu'il vous réserve encore de belles surprises. Maintenant on rentre dans le très très lourd. À partir de là, pour moi, on est sur des quasi-chefs-d'œuvre ou des chefs-d'œuvre. Le vent se lève. Déjà meilleur titre, il n'y a pas de débat. Mais je sais que lui n'est pas très apprécié par beaucoup. Enfin, pas très apprécié comparé à d'autres films du monsieur, je veux dire. Et je pense que la raison est simple, il n'y a pas de magie ou de créatures surnaturelles. Alors c'est moins intéressant, mais que nenni! C'est le seul long métrage de Miyazaki, avec Le Garçon et le Héron, que je n'ai vu que 2 fois. C'est un film que je trouve assez dur par moments dans ses thématiques, donc ça explique peut-être ceci. Je préfère regarder Kiki que Le Vent se lève pour m'aérer l'esprit par exemple. Cependant, ça reste une pièce maîtresse de son réalisateur, et donner ou redonner lui une chance. C'est magnifique visuellement, peut-être l'un des plus aboutis à ce niveau-là. Et s'il fallait chipoter pour lui trouver un défaut, je dirais que la musique n'est pas vraiment marquante, mais bon, c'est vraiment pour chipoter. On reste sur les avions avec Porco Rosso. Porco Rosso, c'est génial. C'est le plus adulte de ses films à mes yeux. C'est l'une des plus belles histoires d'amour du cinéaste. Une des plus belles histoires d'amour impossibles du cinéma aussi. Et c'est un film que je trouve tout en retenue. Peut-être le plus retenu de Miyazaki. Ça lui donne une forte personnalité même. En Italie, un pilote hors pair est victime d'un sortilège qui le transforme en porc. Il devient chasseur de primes et établit son repère sur une île déserte. Vous voyez, même le synopsis est sobre. Vous voulez quoi de plus qu'un cochon antifasciste, communiste, pilote d'avion, qui aide la veuve et l'orphelin et qui refuse de se taper la femme dont il est amoureux, car elle était en relation avec son ex-meilleur ami décédé. C'est un modèle à suivre Porco Rosso en fait. Hormis si t'es un réac ou que tu t'appelles Bench Cigar. Mais en fait, Bench c'est un peu Porco Rosso qui aurait tourné réactionnaire et qui aurait soulevé à la salle au lieu de piloter des avions. Même physiquement, il y a un truc. Attendez, mais dans une réalité alternative, on aurait pu avoir Porco and Cigar. Non mais c'est incroyable. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. Prochain film, Princesse Mononoke. Je crois n'avoir jamais rencontré quelqu'un qui n'a pas apprécié le film. C'est quand même assez rare pour le souligner. C'est sûrement le Miyazaki, le Ghibli le plus violent. C'est pas vraiment adapté pour les enfants de 5 ans, contrairement à Totoro ou Ponyo. Disons que c'est regardable vers 10 ou 12 ans. Et comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est un peu le prolongement de Nausicaa, dans cette dimension de fable écologique, moraliste, qui dénonce la violence, la haine, la colère. Mais contrairement à Nausicaa, le rythme est parfait. On s'ennuie jamais, tout est magnifique. La monture de Hashitaka est un copié de celle de Shuna dans son ouvrage Le Voyage de Shuna, mais bon, on pardonne ce détail. D'ailleurs, ce récit illustré a été édité pour la première fois en France en 2023, alors que l'œuvre date de 1983, un an avant Nausicaa de la Vallée du Vent donc, et 14 ans aussi avant Mononoke. Comme quoi, le recyclage, ça peut avoir du bon parfois. Recyclage, écologie, on reste dans le thème. C'est un film assez formidable de mon point de vue, mais contrairement à l'avis majoritaire, je ne pense pas que ce soit la meilleure œuvre du vieux. Le défaut principal de ce film, à mon sens, c'est qu'il n'a pas beaucoup de couches de lecture. Je veux dire qu'en dehors de son message sur l'écologie, sur notre rapport à la nature, il n'y a pas grand chose après ça. Et c'est pas grave, toutes les œuvres n'ont pas de portée spirituelle ou ne visent pas à remettre en perspective nos fondamentaux ou autres, mais c'est vrai que je vois assez vite les limites du film, ce qui n'est pas le cas de la majorité de ces films, où je continue à découvrir des dimensions cachées, et ce même après 4, 5 ou 6 visionnages, même dans ceux que j'apprécie le moins. 4ème, c'est déjà une superbe place.
J'aurais pas pu le mettre plus bas, rien que pour le design des créatures, que ce soit les esprits de la forêt, le dieu cerf, ou le sanglier possédé au début du film. C'est génial et c'est incontournable dans sa filmographie. Là, on rentre dans le top 3. Attention, j'imagine que je vais en faire bondir certains, mais en troisième position, je mets Le Garçon et le Héron. C'est un film que je trouve immense. Et contrairement à Mononoke, les couches de lecture sont aussi immenses. J'ai l'impression que je n'en ferai jamais le tour, pour être honnête. Je pense que ce n'est pas le meilleur Miyazaki pour appréhender sa filmographie. C'est un peu un film testament, pour utiliser une formule rongée jusqu'à l'os. Mais c'est vrai, c'est un objet théorique fascinant à remettre dans le contexte d'une filmographie. Dire ça, c'est un peu facile, mais à côté, je trouve le film magnifique. Il m'a surpris sur tellement de plans, avant qu'on me tombe dessus en disant que je n'ai pas le recul nécessaire. Ça va, je l'ai vu 2 fois, je le reverrai sûrement bientôt, puis il s'est passé quasi 6 mois depuis mon premier visionnage. Alors si, je pense avoir eu le temps d'assimiler le bousin quand même. C'est vraiment le film qui conclut sa filmographie. Il pourrait s'arrêter là que ce serait parfait. Cependant, le titre français ne rend pas hommage au film. Son titre en VO, c'est quelque chose comme « Et vous, comment vivrez-vous ?» ou alors « Et vous, comment vivez-vous ?» Je sais plus exactement. En tout cas, c'est un titre bien plus évocateur et signifiant. Surtout par rapport au dernier tiers du film. Le Garçon et le Héron, comme titre, ça sonne vraiment comme un manque d'inspiration. Il y a un garçon, un héron, hop, on a notre titre. Heureusement que Ponyo ne s'appelle pas Le Petit Garçon et la Fille Poisson. Ce serait moins sexy d'un coup, hein. Pour ceux qui ne l'auraient toujours pas vu, je conseille donc avant de voir ces autres films, ce qui me semble primordial, ce qui est peut-être un défaut pour certains, mais je ne crois pas, c'est juste un rapport différent. Et les plus grandes qualités du film, selon moi, déjà c'est le héron. En tout cas dans la première partie, il y a un travail monumental sur cette créature, que ce soit dans ses transformations, dans sa voix, je trouve ça assez impressionnant. Surtout la musique, toujours de Joe Hisaishi. Change pas une équipe qui gagne. Même si la BO est plus minimaliste qu'à son habitude, ça donne une atmosphère très singulière au film. Ensuite, la narration qui tend vers l'abstrait. Si jamais il nous livre un dernier film, j'aimerais qu'il s'y plonge totalement et abandonne la narration classique, ce serait chouette. Pour ceux qui l'ignorent, j'ai parlé du film avec des copains vidéastes sur une chaîne secondaire, que je devais continuer à alimenter, mais j'ai eu pas mal de problèmes de temps et des incertitudes. Mais ça va revenir, promis. Tous les liens seront en description pour les intéressés. Alors maintenant, top 2, roulement de tambour. Le voyage de Chihiro. À ce qui paraît, c'est le premier Miyazaki qu'on voit qui est notre préféré. Mais vu que je suis quelqu'un de trop spécial, ce n'est pas mon cas. Chihiro, c'est mon premier Miyazaki et surtout le premier film que j'ai vu au cinéma. Je devais avoir 4 ou 5 ans. Ma mère m'a amené le voir avec mon frère et j'ai eu un trauma instantané. C'est-à-dire que je me souviens un peu de mon visionnage et j'avais 5 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'était chouette, hein, j'ai vu le film des dizaines de fois depuis, donc peut-être pas si trauma que ça. Mais le sans-visage, il m'a fait faire des cauchemars, mais jusqu'à très tard. J'étais effrayé par son visage, par Yubaba, mais j'étais aussi fasciné par d'autres personnages comme le vieux Kamaji et Aku. C'est un film très important pour moi, comme vous l'aurez compris. C'est même une pierre angulaire de mon imaginaire, je dirais. En tout cas, il m'a forgé d'une certaine manière. Je me suis intéressé au cinéma japonais et au cinéma d'animation japonais très tôt. Et je pense qu'il y est pour quelque chose. Bon là, ça va faire quelques semaines que je l'ai vu pour cette vidéo. J'ai plus les idées très claires, mais c'est un film qui parle d'une descente aux enfers pour revenir vers un paradis. Ça parle de choc culturel entre un folklore japonais et russe. Yubaba n'étant pas vraiment une figure nippone. Il y a aussi beaucoup d'allusions à l'alchimie, donc des notions plutôt taoïstes et aussi occidentales. Je vais me répéter, mais vous voyez quand je disais que les couches de lecture sont quasi infinies dans beaucoup de ces films. Chihiro en est un parfait exemple. Et là, c'est seulement ce qui me vient en tête, hein. Alors imaginez la profusion de choses qu'il y a à l'intérieur de ce mastodonte. Je crois qu'avec Mononoke, c'est le plus cité dans les tops. Et ce qui est sûr, c'est qu'il ne vole pas sa place dans mon top. Je dirais que c'est le film avec le plus d'images marquantes de sa filmographie, ou en tout cas l'un de ceux qui a le plus d'images marquantes. Il y en a tellement qui m'ont marqué la rétine à jamais. C'est peut-être parce que j'ai un rapport très intime avec ce dernier, sûrement. Et c'est pas que ça, j'en suis persuadé en tout cas. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est un chef-d'œuvre monumental. Et le top 1, à mes yeux, les plus attentifs l'auront deviné, c'est évidemment Le Château dans le ciel. C'est le premier film du studio Ghibli, et me concernant le second film de Miyazaki et du studio que j'ai vu. On va pas énumérer toutes les influences littéraires et picturales du film, mais c'est d'une richesse. Tout comme Chihiro, il y a des images qui ont marqué mon imaginaire très fortement, comme le robot qui offre une fleur à Chita, les enfants dans la mine, ou même la chute de Chita au début du film, je trouve ça splendide. Soyons clairs, je ne suis absolument pas ouvert au débat concernant Le Château dans le ciel. Les gens qui n'aiment pas ce film, mais pourquoi ? Expliquez-moi, je ne comprends pas. Je ne peux même pas envisager qu'on n'aime pas ce film. Même si le film ne fut pas une réussite commerciale, c'est une réussite artistique à 200%, sur tous les plans. Visuel, narratif, musical et même l'animation. C'est un film sans défaut, je suis désolé. C'est l'histoire d'aventures parfaites, inspirée des aventures de Gulliver. Les héros, Chita et Pazu, c'est la noblesse à l'état pur. Je parle évidemment de la noblesse d'âme. Et parmi tous les défauts que j'ai pu citer précédemment, je vois pas lequel pourrait être mentionné ici. C'est un vrai trésor du cinéma d'animation et du cinéma japonais, qui proclame son amour pour la culture européenne,
qui est un savant mélange entre savoir-faire et réflexion humaniste, c'est le sommet de son cinéma. Je ne pense pas que le studio Ghibli puisse renouveler quelque chose de cet acabit-là. En tout cas, pas au même degré de finesse et d'implication. Vous l'aurez compris, Hayao Miyazaki est un artiste qui me passionne, qui est très important dans ma cinéphilie et plus largement pour le cinéma, et je vous invite à découvrir ses films si ce n'est pas déjà fait ou à les revoir. Encore et toujours. Les films ne sont pas des objets de consommation. Ça se revoit, ça se réfléchit, il faut les habiter. C'est en tout cas la vision du cinéma que je défends sur la chaîne. Si vous appréciez ce genre de contenu, pensez à mettre un j'aime, à poster un commentaire pour m'aider à être propulsé par l'algorithme, à me suivre sur Twitter, un lien est en description. C'est un type de contenu très facile à produire, je le ferai pas tout le temps, déjà parce que c'est pas ma cam et puis j'aime bien quand même essayer de mettre une plus-value dans mes vidéos. Mais je suis actuellement dans des circonstances qui s'y prêtent bien, par un manque de temps et de motivation dû à des problèmes occasionnels. En tout cas, n'hésitez pas à poster votre classement des films de Miyazaki dans l'espace commentaire. Je reviens bientôt avec des vidéos un peu plus travaillées, promis. Merci de votre attention et à la prochaine. Ma mère va m'enterrer à 31 parce que j'ai niqué mon foie, mon pancréas. Sors ton pocheton, vas-y on s'en fait un. On est beau, on est jeune, on réalise pas que ce sera la merde le jour où ils légalisent la beuh. Mais pour l'instant je m'en fous, j'ai que 21 piges, des joints et du bif au bois de 27, je vais me rincer une bif. Et j'irai boire histoire de noyer mon chagrin. Maman culpabilise pas, t'as bien choyé ton gamin.